Découvrez Ocean Prana, le club d'apnée incontournable à Bali, en Indonésie. Ocean Prana est un concept full inclusif incluant des logements, un restaurant, du yoga, une piscine de 25 mètres. Ocean Prana est un freediving resort de classe mondiale, créé et dirigé par Yoram Zekri, l'un des plus expérimentés AIDA Instructor Trainer au monde avec 37 ans d'expérience. Que vous soyez débutant ou souhaitez vivre de votre passion en enseignant, Yoram et son équipe vous proposent des formations AIDA de niveau 1 jusqu'à niveau instructeur, ainsi que des packages personnalisés pour atteindre vos objectifs. Profitez d'un cadre tropical idyllique, rejoignez Ocean Prana à Bali. Alors rendez-vous sur www.oceanprana.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance swim-off. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Salut la Freediving Family, c'est Julien Moreau, votre hôte depuis maintenant 1 an et demi. J'espère que vous allez bien malgré l'hiver et la grisaille du mois de février. J'espère que vous profitez des fondus et des raclettes qui arrivent ici à Dahab. Et on n'a pas la chance d'en avoir, donc profitez pour ceux qui ne peuvent pas, s'il vous plaît, d'une bonne raclette sur les pistes de ski. Pour cet épisode, direction le sud de la France, pour retrouver le soleil avec mon grand copain Émile Thibault, vivant à Marseille sur les bords de la Méditerranée, face aux îles du Frioul et à côté des fameuses Calanques. Émile, en plus d'être mon alter ego et d'avoir une très belle barbe, et un style vestimentaire quelque peu discutable, Émile est un artiste plasticien. Un enseignant, un papa, un amoureux de la profondeur iodée et des bassins chlorés. Un encadrant au sein du mythique club Massias Sub. Émile Thibault, Thibault Émile, est un personnage haut en couleur. Ceux qui le connaissent pourront le confirmer. Alors, dans cet épisode, on parle de quoi ? Eh bien, de son parcours d'artiste, exposé à Berlin, ou à Miami, ou à Marseille. De son parcours d'athlète, de notre point de vue de coach sur les blackouts, sur la gestion des clubs d'apnée à Marseille. Il nous raconte aussi ses immersions hivernales en slip de bain et comment il gère le froid. Bon, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela par vous-même dans cet épisode. Je vous le répète, encore et toujours mes chers auditeurs et chères auditrices, abonnez-vous s'il vous plaît. Notez 5 étoiles le podcast, suivez la page Instagram et Facebook pour voir les photos et les vidéos de nos invités. Et puis, devenez tipeur à partir de 1 euro par mois. Ça permet de soutenir la production de ce podcast 100% apnée. C'est unique tout de même dans le milieu. Il faut le rappeler, qui vous offre une interview freediving tous les dimanches ? C'est Juju, hein. Alors donnez de la force pour soutenir la production de cette émission. Maintenant, laissons place à notre Marseillais préféré. Émile Thibault ou Thibault Émile. Bienvenue Émile. Salut mon Julien, ça va? Et ça va super bien, ouais. Bon, Émile, j'ai une question avant qu'on commence là pour les auditeurs. C'est Émile Je sais ce que Thibault tu vas me demander. C'est Je sais Émile ce que tu vas me demander. Thibault Mold, mais qui es-tu? Parce que quand on regarde les résultats officiels, j'ai l'impression qu'il y a un mensonge. Il y a une usurpation d'identité. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir la vraie présentation de Émile Thibault? Alors, ouais. Donc je m'appelle. Alors tout le monde m'appelle Émile, c'est vrai. Et ça vient pas de nulle part. Mon vrai nom c'est Thibault Émile. Donc en vrai mon prénom c'est Thibault.
Ok. Je dis ça parce qu'il y a peut-être mes parents qui vont m'écouter, donc je voudrais pas non plus qu'ils me tapent sur les doigts après. Mais ouais, je m'appelle Thibaut Émile. Par contre, ça fait quand même genre plus de 15 ans qu'on m'appelle Émile. Mais attends, ça serait pas Thibaut Émile Mold? Non, Mold, c'est un pseudo en fait. Ah. Euh, Messieurs, pour la petite histoire, ma femme là que tu as vu tout à l'heure à la caméra, on s'est rencontrés en 2016, un truc comme ça. Et au bout de 6 mois de relation, elle est tombée sur ma carte d'identité et elle a eu un énorme choc parce qu'elle pensait vraiment que je m'appelais Émile. Donc en fait, enfin, tu vois à quel point c'est enraciné, quoi. Je veux dire, c'est pas un jeu que je fais comme ça, quoi. Euh, Ça a été un gros choc pour elle, la pauvre. Ouais. Ouais, en fait, je m'appelle Émile Mold depuis quasiment. Enfin, je m'appelle Émile Mold. C'est vite dit, quoi. C'est professionnellement, on m'appelle Émile Mold depuis une dizaine d'années parce Donc Émile Moll, c'est que ton nom d'artiste. Parce que tu es un ouais, c'est artiste. ça. Ouais, à la base, je suis artiste. Et c'est apparu en 2013 ou 2014, disons la première version de ce nom-là. J'étais encore aux Beaux-Arts à Paris et je travaillais avec ma binôme de l'époque qui s'appelait Estrid Lutz, que je salue d'ailleurs, qui écoutera peut-être le podcast. Et, euh, et Estrid et moi, on aimait bien raconter, on aimait bien faire croire pas mal de trucs. On aimait bien semer la zizanie et brouiller un peu les pistes sur nos identités, sur la nature de notre travail. Et la première exposition qu'on a faite, c'était une exposition, d'ailleurs, putain, quand j'y pense, c'est pas mal. C'était à la piscine Jean Médecin à Nice. Enfin, c'était en partenariat avec la Villa Arson à Nice, donc qui est l'école d'art et le centre d'art niçois. Euh, on avait été invité pour cette exposition par deux curatrices et l'idée c'était d'exposer des sculptures à la fois dans le centre d'art et qu'ensuite ces sculptures viennent participer à une performance dans la piscine Jean Médecin. Donc on le Je te dis rappelle ça, pour... avec les nageuses synchronisées, les jeunes nageuses synchronisées de la ville de Nice. parce Et ça, que c'était en 2012 ou 2013, je sais plus. à côté de l'apnée, tu es professeur d'art plastique pour les étudiants en art et tu es aussi Je un artiste suis, plasticien, c'est ça? ouais, je suis enseignant en design à l'école des Beaux-Arts de Marseille, donc dans le supérieur. Et je suis aussi artiste plasticien, ouais. Ouais. Ça veut dire quoi, artiste plasticien? Plasticien, ça veut dire qu'il fait des arts dits plastiques. Alors, c'est le terme qu'on utilise, disons, de manière professionnelle, mais ça recoupe des pratiques plastiques hyper variées. Enfin, je veux dire, quand on dit les arts plastiques, on va penser à la peinture, à la sculpture, mais c'est aussi tous les arts numériques. Ça peut être aussi la pratique de la vidéo, de la performance. En gros, quand un étudiant ou une étudiante sort des beaux-arts, que ce soit Paris, Marseille, Rennes, Lyon, ce que tu veux, euh, on dit de cet artiste que qu'il ou elle est un plasticien. Après, si un ou une artiste se définit plus comme appartenant à la performance, on va dire que c'est plutôt un artiste de la performance. Enfin voilà, on segmente un peu après, mais le mot général, c'est plutôt plasticien, plasticienne. Ouais, En gros, c'est ceux qui maîtrisent différentes techniques. ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm. Bon, j'ai pas fini la petite histoire, donc pour cette première exposition, euh, on m'appelait déjà Émile. C'est une histoire à la con, hein, c'est juste parce que sur Facebook, je m'appelais O Émile et tout le monde m'appelait Émile. Et après, donc pour cette première exposition, on m'a appelé Émile Moule. C'est comme ça que Estrid m'appelait. On trouvait la consonance assez marrante. Et, et en fait, je crois que c'était 1 ou 2 années après, on a eu notre première expo à l'étranger. Si je dis pas de bêtises, c'était soit à Miami, soit à Mexico. Et, et là, on a transformé on a anglicisé en fait le mot moule. Alors, il y avait plusieurs manières de le faire. Je pouvais m'appeler muscle, comme une moule qu'on mange, ou alors m'appeler mold, comme le moule de quelqu'un la production enfin, un moule pour reproduire une pièce, on peut dire un mold. Et ce qui est bien, c'est que mold, ça veut aussi dire pourriture, champignon, enfin, tu vois, ouais, la pourriture alimentaire, quoi, un truc comme Hmm. ça. Et on aimait bien ce truc-là.
Donc je me suis appelé Émile Mold. Et après, c'est resté. Il y a eu deux, trois variations. Je me suis appelé aussi Émile Model, donc en inversant le L et le D. Des fois, on inversait des lettres comme ça. Voilà, c'était le petit jeu. C'était le petit jeu, on brouillait les pistes, Ok, ça nous faisait marrer. donc Monsieur Émile a trois identités. Son nom d'artiste, Émile Mold, le plasticien, le vrai, qui s'appelle Thibaut Émile, et le freediver, Émile Thibaut. Ouais, alors Émile Thibault, c'est même pas de ma faute, c'est la Fédé qui s'est gourée, qui a inversé mon nom et mon prénom pendant hyper longtemps. Je crois que c'est corrigé maintenant. Ah, mais oui, mais c'était au NAC que j'avais découvert ça, tu te rappelles? Ouais, ouais, ouais. Bref, mesdames Bon, et mais ça y est, messieurs, maintenant maintenant tout le tout le monde monde connaît la sait comment vérité. tu Voilà. t'appelles. Bon, t'es un artiste, t'es un enseignant, mais t'es aussi un des très bons freedivers français, que ce soit en profondeur ou en piscine. Tu es aussi un coach, tu es multicarte. Comment t'en es arrivé à l'apnée et à l'apnée marseillaise? Parce qu'on le rappelle, tu es basé à Marseille, bébé. Et ouais. C'est arrivé. Alors, c'est encore un peu lié à l'art parce que je suis arrivé juste après la fin de mes études là, aux Beaux-Arts de Paris. J'ai eu une résidence à Marseille. Donc, enfin, pour ceux qui connaissent pas trop le milieu artistique, les résidences, ce sont des opportunités qui sont offertes aux artistes, souvent sur appel à candidature, de pouvoir investir un lieu pendant un temps donné pour produire, pour alors soit produire un projet spécifique avec un public particulier, soit produire de manière complètement libre, avec ou sans restitution à la fin, avec ou sans bourse. Là, pour le coup, c'était les ateliers de la ville de Marseille qui nous ont accueillis, donc on avait répondu à un appel d'offres, on a été sélectionné. Et les ateliers de la ville de Marseille, c'est des résidences de 2 ans sans bourse. On paye un loyer dérisoire pour un atelier immense. Et on a pu rester 2 ans là-bas. Et en fait, j'ai découvert l'apnée là-bas. Enfin, à ce moment-là, je suis arrivé peut-être entre mi et fin 2016. Et je suis tout de suite allé acheter un masque et une paire de palmes. Et ah, c'est vrai, je me souviens de ça, mais je me suis foutu à l'eau. J'avais deux, trois personnes qui m'amenaient me balader dans les calanques, machin. Et puis à cette époque-là, je savais pas encore ce que c'était que compenser les oreilles. Pourtant, enfin, j'avais déjà quand même pas mal de temps passé dans l'eau. Je veux dire, je nageais pas trop trop mal. J'ai fait beaucoup beaucoup de surf aussi dans ma vie. Et par contre, enfin, je savais pas ce que c'était que descendre sous l'eau sans avoir mal aux oreilles. Et un jour, en descendant, je me suis dit, putain, ça ressemble un peu à ce que je ressens dans l'avion. Je vais essayer d'ouvrir mes tympans comme je sais faire dans l'avion. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, j'ai de l'eau qui me rentre dans le cerveau, c'est pas grave, j'essaie quand même. Enfin, tu vois, j'avais aucune connaissance à l'époque. Et j'ai essayé, et là, je me suis rendu compte que ça marchait, puis, enfin, c'était magique, quoi. Le moment où tu as l'impression que tu as un nouveau monde qui s'ouvre à toi, c'était ouf, c'était ouf. Donc, j'ai surfé cette sensation-là, surtout une période de ma vie qui était un peu compliquée, à la fois professionnellement. Alors on avait un bon début de carrière, mais on avait quand même une entente qui était très très, enfin disons une dynamique de travail qui était une dynamique de travail, une dynamique interpersonnelle qui était hyper mauvaise. Et en fait, l'apnée, c'était un moyen de m'échapper, quoi. J'allais me foutre sous l'eau, c'était le silence, c'était des belles couleurs, c'était un espace complètement vide d'humains, c'était juste un espace sauvage aussi. Au milieu de la ville de Marseille, des espaces sauvages, il y en a pas beaucoup. Et en fait, une fois que tu es dans l'eau, c'est un espace sauvage pur. C'était formidable, quoi. Donc je me délestais complètement de mes responsabilités et de mon poids quand j'allais dans l'eau. C'est un truc que j'ai un peu perdu d'ailleurs, que j'arrive pas trop à retrouver. Euh, mais ouais, ça a commencé comme ça. Après, j'ai acheté un. Bon, une fois que j'ai fait quand même pas mal d'explos. Euh, Beaucoup d'expériences en solitaire. Encore une fois, hein, à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire de faire de l'apnée. Puis j'ai acheté un petit fusil et voilà. Après, j'ai commencé à chasser. Et Donc c'est ça, arrivé c'était comme ça. en 2016-2017. Est-ce que Ouais, 2016, la... 2017, 2018. En parallèle, il y a bah, j'avais une voisine d'atelier, Karine Rougier, qui est super, qui est une super artiste, qui fait du dessin et de la peinture, qui elle allait à Abyss Garden, à La Ciotat, à l'époque où Ok. c'était encore Benoît Canel qui gérait ça un peu tout seul. Benoît et Gary. Bah, il n'y avait pas Gary du tout à Ouais. l'époque. Je veux dire, on était vraiment loin de ça. Il y avait un peu Vincent Mathieu qui traînait dans le coin.
il allait faire les stages en Indonésie avec Benoît. Euh, et en fait, Karine, un jour, je lui ai raconté que j'allais à l'eau et Karine m'a dit, ah ouais, nous on va dans un petit truc, faire de l'apnée sur câble, machin. Et là, j'ai fait, mais direct, je viens avec vous, quoi. Donc j'y suis allé une ou deux fois cette année-là, et puis quelques fois les années suivantes. Disons que ça a été assez épars. J'en ai pas fait un truc d'hyper sérieux parce que je préférais quand même carrément chasser. Et puis il y a quand même eu sur les dans les 10 premières séances, je me souviens plus exactement de la temporalité, mais j'ai quand même fait deux grosses sambas, Ah enfin ouais? une bonne samba et une samba syncopée. Ouais, parce qu'en fait, j'étais à l'aise. Je veux dire, moi, la première séance où j'ai fait de l'apnée, je suis allé à, je sais plus combien, 30 ou 32 mètres, un truc comme ça. Je crois que c'était 32. Et puis en confort total, tu vois. Sauf que j'avais pas du tout la sensibilité à mes sensations intérieures de disponibilité physique, de fatigue, de choses comme ça. Et sur deux, trois séances, enfin non, sur deux séances du coup, différentes, euh, bah, j'ai essayé par exemple de faire un max à la palme en fin de séance, le truc qui piège un peu. Et bon, sur celle-là, j'ai fait une belle samba syncopée. Et celle d'avant, je sais plus ce que c'était. Ça devait être un max en immersion libre en fin de séance aussi, une connerie comme ça. Ah non, putain, ça y est, je me souviens, on venait de se séparer avec Nadia. Et j'avais un peu picolé la veille. Et c'est ça, j'étais allé en séance. Ouais, c'est ça, j'étais allé plonger et j'étais un peu fatigué et effectivement, j'avais fait une samba après une plongée un peu profonde. Et ça, c'est des trucs dont j'avais pas du tout la sensibilité à l'époque. Et en plus, bon, j'adore Benoît, mais il m'a pas, il m'a, il m'a bien secoué en fait après ces accidents-là. Et c'est pas le seul, hein. J'étais aussi avec une autre amie qui a pas été très sympa avec moi. Et en fait, ces événements-là m'ont bien traumatisé. Et bon, maintenant ça va mieux, hein, mais c'est un truc que j'ai porté pendant hyper longtemps, pendant 3 4 ans. J'avais peur de faire de l'apnée au câble parce que j'avais peur que ça arrive. Hmm. Et ça m'a créé des tensions qui ont eu plein de conséquences hyper négatives, quoi. Maintenant que je vois quelqu'un faire une samba ou une syncope, enfin, je m'en fous, j'appuie pas dessus, quoi. Enfin, Non. c'est pas que je m'en fous, évidemment, on la prend au sérieux, mais c'est un événement qui arrive et qu'il faut pas dramatiser parce que en fait, les conséquences derrière sont tout aussi délétères, quoi. Ouais, c'est hyper important en tant qu'instructeur de coach. Par exemple, quand les gens ils font des samba ou des blackouts, moi j'explose de rire. Après, je fais un grand rire, un grand sourire, un grand Ouais, regard en plein dans les yeux. Et je fais, bah tout va bien, ça arrive. Et on va tout de suite essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, bah c'est parce que t'as froid, t'étais gelé, t'as voulu y aller quand même, et t'as fait samba blackout. Et ne mets pas d'émotion dessus. T'es pas une mauvaise freediveuse pour autant. Et parce que derrière, c'est vrai qu'on met du temps. Si on le vit mal, on met du temps à s'en remettre psychologiquement et à retrouver son état de relaxation. Donc pour tous les coachs, carrément. et faut faire en sorte que vos élèves le vivent bien. Euh, Il y a différents profils. Bon, j'ai pas une expérience de dingue, mais il y a des profils pour qui une syncope ou une samba, c'est un événement tout à fait normal, voire, voire presque souhaitable, quoi. ouais, Euh, il faut absolument pas le souhaiter, mais non, il faut pas non plus le dédramatiser parce que derrière, sinon c'est accidentogène et on a encore plus des gens anxieux, donc l'anxiété ouais, crée tout à fait. encore plus de consommation et donc si on a envie d'avoir moins de samba ou black hat, il faut rassurer dès le début, quoi. Ouais, puis moi, dans mon cas, la tension et la peur que ça générait, ça m'a aussi amené à faire pas mal de squeeze, quoi. Ouais, Je descendais complètement serré et derrière, ça ratait pas, quoi. ouais. Tu sais que j'ai eu un élève en stage, premier jour, hein, première plongée. On fait des agachons, des hangs pour faire du dive time. Il Ouais, fait 4 minutes 21. Bam! Il n'y avait aucun putain, signe. énorme. Gros blackout. Gros blackout. Et là, j'explose de rire. Ha ha ha, bravo, trop bien. Bon, t'as fait une petite samba, mais c'est pas grave, tu t'es bien récupéré. Et je ne lui ai absolument pas dit. J'ai dit aux autres élèves, on dit rien. Et toute la semaine, lui, il pensait qu'il avait juste fait une petite samba. Il s'entraîne à la fin du stage. Il fait nouveau record. Il va à 55 ou 52 mètres.
Et là, je lui dis, tu sais, mec, que le premier jour, t'as fait blackout, en fait. Mais je lui ai pas dit exprès pour protéger son mental. Et c'est hyper Ouais. important quand on vit ce genre d'événement, quand on est coach ou instructeur, d'être bien sûr attentif, d'éviter les accidents, mais de protéger le mental de l'athlète, quoi. Putain, c'est difficile à prendre comme position, ça. C'est cool que ça ait marché parce que Ah, mais t'imagines, j'étais enfin, attentif, hein. t'as dû bien jauger le truc, ouais, Ouais, c'est clair. ouais. Non, puis Donc c'est tu chouette rappelles que ça tous ait les marché, ouais. signes. Tu augmentes comme tu disais, c'est un La mot que j'aime bien, vigilance, c'est quoi. la vigilance, la sensibilité. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Être à l'écoute. Et donc j'ai voulu le protéger de peur. Et puis moi, je l'avais Mhm. bien à l'œil, tu vois. Et ça a bien fonctionné. Il était là, mais non, mais c'est vrai, je m'étais pas rendu compte. Bah ouais, tu t'es pas rendu compte, tu étais dans un autre monde. Ah, c'est Enfin bref, extraordinaire, ouais. ça. Ouais. Toi, t'en as déjà fait des sambas, des syncopes? Alors moi, j'ai fait une syncope à Lanzarote euh, Mhm. sur de l'apnée dynamique monopalme et je devais faire un max. Et j'étais tout seul dans mon coin, j'avais le coach qui était à l'autre bout et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais hyperventiler, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et j'avais Eric Marshall, tu sais, l'ancien champion du monde d'apnée Ouais, statique ouais. qui faisait my safety. Et j'étais en train de faire mon breathing tout seul. Et là, je me suis mis à hyperventiler, donc à enlever tout mon CO2. Et je suis allé loin. Je suis allé au picotement dans les doigts, un petit peu d'euphorie, la tête qui tourne. Et j'ai fait 120 mètres. Je suis sorti sur la ligne. Et pour moi, tout allait bien. Et en fait, pas du tout. Je suis sorti au milieu de la ligne. J'ai pris une bouchée d'air. Ça m'a mis un coup de poing. Et là, boum, la tête dans l'eau. Et Eric qui me récupère. Donc ouais, c'est parce que j'avais Et comment hyperventilé. il a réagi, lui? Ah bah il a fait son travail, il m'a sorti de l'eau, enlevé le masque, tapoté, soufflé, parlé. Et je suis revenu au bout de quelques secondes. Ouais. Et t'en as gardé des traces de ça ou ça va? Et bah personnellement j'ai adoré. Ouais, bah ouais, c'est génial en même J'ai temps. j'ai pas du tout été traumatisé parce que la Mm. sensation corporelle, le corps fait bien les choses. Je veux dire la sensation de chaleur, la sensation de bien-être qui arrive. Non, c'est quelque chose. Donc Bah, je ça suis ressemble vraiment à une expérience psychédélique, ouais, ouais. qui est Donc hyper intéressante, ouais. j'en ai pas peur si je sais que je suis bien entouré et que j'ai totalement confiance dans l'équipe qui fait ma sécurité. Mais surtout Mm. maintenant je suis à l'écoute de. Bah, c'était une expérience comme ça et je sais à quoi ça menait, hein. Bref. Et Émile, Je j'avais pense une que c'est bien question. de garder une attitude un peu curieuse aussi par rapport à tout ça, parce qu'en fait, enfin, c'est des accidents qu'on peut pas éviter en fin de compte. Enfin, on peut si on reste complètement dans nos limites, mais on a une pratique qui est quand même axée autour de la compétition et c'est normal de faire des erreurs de jugement parfois, quoi. Il y a des personnes à qui ça n'arrive jamais, tant mieux pour eux, et d'autres à qui ça arrive. Et en fait, si on garde une attitude de curiosité par rapport à à ces événements-là, on se préserve aussi des conséquences mentales néfastes, quoi. Ouais, Donc moi, c'est ça, je me dis comme toi, en fait, la dernière syncope que j'ai fait, j'ai explosé de rire aussi, parce que enfin, je suis parti dans un monde, j'étais dans l'espace, quoi. ouais. J'étais en semi-conscience, donc je me souviens un tout petit peu de ce qui se passait, tu vois. Moi, j'entends des espèces d'opéra avec des images complètement dingues, de constructions énormes. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Ah ouais, Donc, excellent. c'est un plaisir de faire ça, en fait. Bon, on n'est pas en Et train de c'est, dire qu'il faut blackouter, hein. On est en train de dire que non, ouais, ok, ouais, et, on est d'accord avec ça. après l'expérience, il faut essayer de pas la prendre comme un traumatisme. Par Voilà, c'est exemple, moi ça. j'ai mon amie Fari ici, elle s'entraînait pour devenir instructrice d'apnée, et puis elle était stressée, elle était fatiguée, elle allait à 30 mètres, tout se passait bien, et puis au fond elle flippe, elle remonte, elle blackout, elle revient à elle 30 secondes après, et en fait elle a adoré son expérience, et surtout elle s'est rendue compte qu'elle était en totale sécurité avec son instructeur, et les sessions d'après ont été plus faciles, parce qu'elle avait supprimé cette peur de. Elle s'était fait une construction mentale du blackout, je vais mourir, et en fait, elle s'est juste rendue compte, bah non, en fait, je m'endors et, euh, et mon instructeur me sauve. Ouais, après, ce Bref, qu'il faut pas minimiser non plus, c'est la charge que ça représente pour les safety. Donc, c'est sûr que, enfin, ça, c'est un truc que j'ai entendu souvent chez les personnes qui sont peut-être un peu moins expérimentées, qui en ont moins vu. Ça peut être traumatisant de voir une syncope ou une samba sans forcément la faire, quoi, parce oui, qu'on a l'air d'un gros cadavre, quoi. Je veux dire, t'es tout blanc, tout violet, ouais, tout gris. Enfin, t'as un peu toutes les couleurs du cosmos sur le visage.
Et tu ressembles à, ouais, tu ressembles à un Maccabée, quoi. Non, non, Donc, c'est pas beau, hein. ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai un côté où j'aime bien toute l'imagerie médicale. C'est quelque chose que j'utilisais dans mon travail d'artiste. Mais, mais à la fois d'un point de vue visuel et d'un point de vue engagement physique, de présence, de concentration, ça demande quand même beaucoup au safety. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'éviter d'en faire, quoi. C'est pour préserver les potes, pour préserver les équipes. Voilà. Hmm. Et c'est Mais absolument bon, pas ce qu'on veut voir. Mais bon, c'est voilà. Mais du reste, ça, il faut pas que ça devienne une expérience traumatisante pour personne. Voilà. ouais. C'est pour ça d'ailleurs Parce que c'est quand pas j'ai si un grave. problème pendant mes stages, on, enfin moi on en rigole, on met pas une énergie dramatique dessus. Par contre, on est sérieux et on est pro et on est Voilà. calé sur la safety, on est calé sur le fait que le freediver il soit sensible à ses symptômes et que derrière ça se reproduise pas quoi. Voilà. Parfait. Et Émile, tu disais en 2016-2017, ça y est, tu découvres l'apnée. Tu dis que découvres un nouveau monde qui s'ouvre à toi. En quoi la découverte du monde aquatique, de l'apnée, a influencé ton art? Euh, Bah, si ça a eu une influence, c'est qu'une influence mauvaise, parce que depuis ce moment-là, je produis quand même vachement moins. Bon, il y a eu plein d'autres éléments exogènes qui ont fait que j'ai moins produit aussi, notamment les finances, parce que s'il y avait des moments où je gagnais très très bien ma vie, il y avait d'autres moments où je gagnais moins bien ma vie, et en fait, ça m'a obligé à prendre un travail. Alors au début, c'était des petits boulots. On fait beaucoup de montage quand on est artiste. Donc des montages, c'est installer des œuvres ou installer de la scénographie dans des expositions. C'est des choses qui payent assez bien, mais qui sont éparses, quoi. Donc il y a eu ça. Et, et j'ai donné beaucoup de temps à l'apnée, en fait. Surtout à partir de 2020, j'ai donné beaucoup de temps à l'apnée. Donc ça a été plus difficile de trouver du temps pour bosser aussi de mon côté. Donc j'ai vachement moins produit. Après, juste avant 2019, je crois, j'avais fait une série de vidéos qu'on avait exposées dans un centre d'art en Allemagne. C'était des vidéos que j'avais faites euh, sur des fonds d'une dizaine de mètres. J'allais chercher, en fait, dans mes explorations, je voyais beaucoup de vêtements sous l'eau. C'est bon, à Marseille, t'as quand même, surtout sur les spots sur lesquels je vais, t'as des zones de courant qui concentrent énormément de déchets. Et dans ces déchets, il y avait des vêtements, donc des survêtements, des trucs comme ça. Et moi, ce que j'aimais trop faire, c'était les soulever, les remonter à la surface. Tu sais, en général, ils étaient gorgés de posidonie morte, de sable, de trucs comme ça. Et en fait, je les ramenais à la surface. Moi, je redescendais au fond et je les filmais en train de tomber tout doucement comme ça, donc avec la lumière qui tombait et tout. Les vêtements se gonflaient, tu vois, en tombant, donc on avait l'impression qu'il y avait comme un corps invisible qui venait les remplir et il y avait une chute hyper lente comme ça qui était assez belle. Donc j'avais fait une série d'une dizaine de vidéos comme ça que j'avais exposées ouais, dans ce centre d'art en Allemagne. Et après ça, j'ai plus du tout utilisé l'apnée ni le milieu aquatique comme référence pour le travail. Euh, je sais, je sais pas d'où ça vient. En fait, le milieu marin ne m'inspire pas tant que ça. Je le trouve magnifique tel quel, et j'arrive pas à trouver une manière de ne pas le dénaturer en l'utilisant dans mon travail. Euh, Moi, mes sujets de recherche, enfin, de recherche plastique et de recherche intellectuelle, c'était des notions c'était de l'infrastructure urbaine, de l'infrastructure digitale, c'était du travail autour des notions de travail, d'épuisement, enfin, c'était des choses un peu dystopiques, tu vois. On, on a vu beaucoup d'images aussi d'interventions médicales, de choses comme ça. Donc alors, pour resituer un peu, on a commencé à travailler ensemble avec Estrid en 2012. Et à cette époque-là, c'était un peu l'arrivée des réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc nous, on s'est, enfin, il y avait quand même Facebook depuis un moment, mais qui restait quand même un truc un peu cercle amical, familial, etc. Et, et à cette
cette époque-là, autour de 2009-2010, et puis encore plus après, c'est là que ça a commencé à devenir une plateforme de partage d'imagerie, de partage de recherche plastique entre différents artistes des quatre coins du monde. Et ce courant-là, qui est né à Chicago, on l'appelait le post-internet. Donc, c'est-à-dire, enfin, c'est une notion théorique un peu difficile à expliquer comme ça s'il n'y a pas comment dire, le bagage culturel qui va avec tout ce qui crée le langage des artistes et des théoriciens de l'art. Mais en gros, c'est comment on utilise les réseaux sociaux les réseaux sociaux et l'espace Internet pour, euh, pour produire de l'œuvre, quoi. Et donc, nous, on partageait des images on partageait des images sur ces réseaux, on faisait partie de ce réseau d'artistes. Et, euh, et notre thème de travail c'est naturellement axé autour des technologies, quoi. Des technologies, de ce que c'était que le surtravail, l'épuisement, les infrastructures qui soutiennent tout ça, les infrastructures urbaines qui modifient aussi comment dire, nos modes d'interaction. Enfin voilà, c'était tout ça. Et finalement, pour en revenir à l'eau, ça ça a pas tant de lien avec ça. C'est presque complètement antinomique. Je veux dire, quand on est dans l'eau, on est dans un monde qui est complètement dépouillé d'infrastructures. Enfin, à quelques exceptions près, si tu vas dans un port, mais je veux dire, la majeure partie des océans, pour l'instant, elle est encore sauvegardée, quoi, et tant mieux. Mais ouais, c'est complètement antinomique. Donc, je me retrouve dans un truc où je me suis jamais projeté pour travailler des idées plastiques. Ouais, c'est vraiment pas c'est vraiment pas un truc où j'ai réussi à m'y retrouver intellectuellement, donc j'arrive pas à produire des œuvres avec ça. Ok, bah, merci en tout cas pour ta Et tu vois, réponse. et par exemple, les vidéos que j'avais faites, que j'ai expliquées tout à l'heure, moi, j'appelais ça des petits suicides, tu vois. Je voyais des corps invisibles sauter dans le vide comme ça. Pour moi, c'était des corps qui suicidaient. Donc, il y avait encore des notions de morbidité, de choses comme ça, les images étaient très belles. En fait, bon, on travaillait beaucoup là-dessus. On faisait des images, enfin, on faisait des œuvres qui étaient très, très sexy, je veux dire, d'un point de vue visuel, qui étaient très attirantes. Et dès qu'on regardait un peu les détails, on voyait des images très dures, quoi. Et on aimait beaucoup ce rapport-là, c'est-à-dire qu'on invitait à se rapprocher par la séduction. Et derrière, on voyait quelque chose d'assez morbide, ce qui, enfin, pour moi, est un peu une image de ce que peut être Internet aussi. Alors, ça a les deux côtés, hein. Je veux dire, il y a du bon, il y a du moins bon, mais quand même, dans l'ensemble, c'est une machine qui est hyper dure, surtout de plus en plus maintenant qu'elle a été reprise enfin, maintenant, depuis une trentaine d'années, qu'elle est complètement exploitée par des enjeux capitalistes. C'est quelque chose qui est hyper attirant, qui est addictif et tout, mais par contre, quand tu regardes dans le détail, c'est flippant. Et nous, on voulait exprimer ça à travers ce qu'on faisait. Et, et c'est un peu ce que je voyais aussi avec ces vidéos-là, c'est-à-dire que c'était très beau dans le bleu, tu as une forme qui tombe très doucement comme ça, avec un paysage un peu désertique, parce que c'était sur du sable, on aurait dit des dunes, tu sais. Et puis en fait, tu peux très bien imaginer qu'il y a un corps dans ce pantalon gonflé qui tombe et qui est juste en train de tomber dans le vide et de s'écraser par terre, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses à ces productions quand toi-même tu plonges? Est-ce que tu as un rapport morbide parfois quand tu es dans ton free fall vers les profondeurs? Peut-être pas assez. Peut-être pas assez, tu vois, parce que si je l'assumais plus, peut-être que j'aurais moins peur des fois. Ouais. Après, par contre, ouais, non, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai aucune, j'ai pas trop de barrières de dégoût par rapport à tous les événements accidentels qu'il peut y avoir dans l'apnée. Tu vois, j'aime beaucoup venir creuser les sujets de l'accidentologie. Euh, je pense que ça vient de là aussi. Mais par contre, dans mes plongées à moi, euh, bah, je crois qu'il y a un lâcher-prise que j'ai pas encore là-dessus. Ou tu vois, accepter l'accident pour moi, accepter la possibilité de la souffrance, enfin des trucs comme ça. Ouais, j'y suis pas encore. Émile, je voulais aussi te demander, c'est comment l'apnée à Marseille, l'apnée en face des îles du Frioul, l'apnée dans les Calanques. Est-ce que c'est la même apnée qu'on retrouve à Nice? Est-ce que c'est la même apnée qu'on retrouve chez nos amis corses ou bretons? C'est quoi la spécificité des freedivers marseillais?
Alors pour la Bretagne, je pourrais pas te dire. Par contre, par rapport à Nice et à la Corse, on n'est pas du tout dans le même régime. Quoi qu'en Corse, des fois, tu peux retrouver un peu les mêmes conditions, surtout si tu vas plonger l'après-midi, il y a quand même pas mal de houle. Euh, Marseille, bon, moi j'adore, hein. J'adore, mais c'est quand même spécial. Ça a ses avantages, ça a ses limites. Euh, les limites déjà, c'est que c'est assez difficile de trouver de la profondeur. On a en considérant qu'on a un bateau à la Pointe Rouge, donc qui est sur l'est de Marseille, on a une navigation d'une trentaine de minutes pour trouver à peu près 95 mètres, 100 mètres de fond, quoi. Et on va se caler derrière l'île du Rioux, donc une des grosses îles enfin la plus grosse île en face des Calanques, de la Calanque de Sormiou. Et, euh, et c'est un lieu qui est assez exposé. Alors, on peut avoir 90 mètres un peu protégé du Mistral. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas le Mistral, c'est ce vent de nord-ouest qui vient s'engouffrer dans la vallée du Rhône et qui descend jusqu'à Marseille, qui va parfois pousser jusqu'à Ajaccio. Euh, et ouais, en fait, en gros, on est bon, on est sujet à plein de variations de météo, pas mal de microclimats. En gros, la rade est sectionnée en, allez, on va dire quatre morceaux, quoi. On a Frioul Nord, Frioul Sud, on a les calanques Ouest et les calanques Est, en gros. Et en fonction des conditions météo, on est contraint de choisir un spot ou un autre. Mhm. Donc par Mistral, par exemple, si on veut plonger pas trop profond, on a un spot à Frioul Sud qui est à peu près abrité du Mistral. On récupère toujours une espèce de houle résiduelle, mais on arrive à être un peu protégé. Et là, on arrive à C'est vers la trouver, pointe de Marley? c'est vers le Cap Caveau. Cap Cavo, ok. Ouais, Cap Caveau. On peut avoir un peu le Grand Soufre aussi, mais c'est un peu plus exposé au Mistral. Non, c'est carrément exposé au Mistral, le Grand Soufre. Le Grand Souffle, c'est juste derrière, c'est la baie qui est vraiment à l'opposé de Marseille par rapport au Frioul. Donc voilà, là on a 50 mètres, un peu plus de 50. On peut plonger à 50 par Mistral à cet endroit-là. Et puis on a aussi le spot le plus loin possible qui demande quand même une bonne navigation dans la houle à une trentaine de minutes. Donc derrière ce qu'on appelle le Grand Conglou, qui est un joli rocher qui pointe sur la pointe est du Rio. Et là, on a à peu près, allez, si on s'accroche un peu, on peut avoir 80-90 mètres au sable. Ok. Donc ça, c'est par Mistral. Après, quand on a les régimes d'Est, on a soit, alors, en fonction de l'orientation, si elle est un peu plus sud-est ou un peu plus est, on se met soit à Nord-Frioul, soit plutôt vers la grotte à Pérès, qui est aussi un spot sur l'île de Plane, donc pas loin du Rioux, en face de Sormiou. Euh, et là, donc, en général, on peut avoir 70 mètres, un truc comme ça, 70, 75 mètres au sable. Euh, donc, ça reste des conditions qui sont difficiles pour faire de la vraie profondeur. On a souvent une eau qui est plus fraîche qu'ailleurs parce que le Mistral, en fait, quand le Mistral souffle, même pendant 24 heures, il va repousser alors ça dépend de la couche d'eau chaude qui s'est accumulée. Mais quand le Mistral se met à souffler, la couche d'eau chaude se fait balayer sur l'extérieur et l'eau froide remonte très vite, ce qui fait que moi j'ai des photos du sondeur en plein milieu d'août, au milieu des calanques où l'eau était à 10,5 degrés. Voilà. Waouh, en Donc plein août. ouais, en plein août, ouais. Et c'est pas rare que en août, t'aies des périodes comme ça où ça enchaîne 3 jours de Mistral, donc t'as l'eau qui descend à 14, et puis en 2 jours, elle reprend à peu près une température correcte, donc peut-être 21, 22, et puis si ça dure plus longtemps, 24, 25. Et puis il suffit qu'il y ait un coup de Mistral qui ressouffle et bam, ça retombe. Et puis des fois, tu as 3 jours de Mistral, un jour de beau temps, 3 jours de Mistral, un jour de beau temps, 3 jours enfin 3 jours de. Ouais. Et là, en fait, la température ne remonte jamais, en fait. Hmm. Ça arrive qu'en août, il y ait 3 semaines comme ça où l'eau dépasse pas 16, 17, 18 degrés, quoi. Donc on a ça comme particularité. On a aussi, du coup, quand le Mistral pousse l'eau chaude et qu'elle revient une fois que le Mistral est tombé,
C'est encore plus accentué s'il y a un contre-vent d'est qui se lève. On a un courant hyper fort qui s'installe surtout au large de Ryū, donc au large des Calanques. Et là, c'est câble à 45 degrés. Si on veut plonger normalement, il faut que le courant soit sur toute la colonne d'eau et qu'on se mette à la dérive. Donc en fait, on est tout le temps. C'est pas comme à Nice ou à Ajaccio où il y a un spot pour plonger. Limite, bon, à Villefranche, je sais que ils mouillent un peu où ils ont besoin. À Ajaccio, il y a un corps mort pour se poser. Mais bon, à Villefranche, ils pourraient se poser toujours au même endroit. En gros, il n'y aurait pas tellement de variations. Ils ont un peu plus de courant, des fois, peut-être un peu plus de houle quand ils sont exposés à des régimes de sud-est. Mais chez nous, en fait, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est tout le temps, à chaque départ de bateau, en train de se dire, bon, où on va? Comment est-ce qu'on va faire vivre cette session? Qui a besoin de faire quoi? Quel spot sera le plus adapté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le mal de mer? Est-ce que la personne qui veut plonger profond, elle peut ne pas faire une profonde aujourd'hui pour s'adapter un peu aux autres? Est-ce que, bah non, il y a les championnats du monde qui se préparent. Bon, bah tant pis, on va plonger. Il y a 1,50 m de houle, il y a 20 nœuds de Mistral. Et ben tant pis, on va plonger à 95 quand même, c'est pas grave. Et en fait, voilà, tous ces cas de figure, ils demandent beaucoup de réflexion. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de lieux pour s'abriter, donc il y a quand même pas mal de possibilités d'inventer des trucs. Et ouais, ça, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, même si c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un spot avec 130 mètres de fond sans se poser la question. Ben, on est quand même dans un lieu qui est fabuleux, qui est magnifique, avec des belles explos à faire. Enfin, le parc des Calanques, c'est un parc qui est protégé, donc il y a une faune et une flore qui sont magnifiques. Il y a des grottes partout. Ouais, c'est un lieu unique. Et puis, quand on arrive à s'entraîner dans ces conditions-là, quand tu es en plein milieu de l'été, puis que tu as pris ta 3 millimètres en te disant, bon, peut-être que ça va passer, peut-être que le Mistral a pas soufflé assez longtemps pour pousser la couche d'eau chaude, et puis tu arrives sur le spot, l'eau est à 14, tu es en 3 millimètres, et ben, tu te prépares et tu vas et tu le fais, quoi. Et puis, il y a 1 mètre de houle, c'est pas grave, quoi. Tant pis, on plonge. Ouais, c'est Et à la ça nous dure, quoi. file, ouais, ça nous file une résistance qui est hyper cool, quoi. Enfin, à la fois pour les compétitions, c'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'on peut plonger dans n'importe quelle condition. Et puis pour se la péter, quoi. Bon, en tout cas, les freedivers marseillais sont habitués à des conditions plus dures que nos amis corses, niçois, mais peut-être pas les bretons. Parce que c'est vrai que les Peut-être pas bretons, les bah, Bretons, ils mais feraient pas forcément de les profondeur. Niçois, les Niçois, on leur tape dessus, mais moi, je voudrais quand même, enfin, ils sont quand même pas mal parce que des fois, ils ont de la houle, des fois, ils ont du courant, des fois, ils ont des grosses nuées de méduses et je pense un peu plus qu'à Marseille. Donc, les Niçois, ils sont costauds aussi. Hmm. Et j'ai l'impression que tu t'es dit, il y a de l'eau froide, je mets une 3, je mets une 5, je mets une 7. Pas du tout. Je vais faire face aux éléments. J'y vais en slip. Pourquoi, Émile, tu es un fan de l'apnée en slip en eau froide? Qu'est-ce que ça t'apporte pour l'apnée? Alors, je crois que ça remonte à loin. Moi, j'ai toujours bien aimé les expériences thermiques. Je sais pas comment les appeler autrement, mais j'aime bien les saunas, j'aime bien les hammams, j'aime bien l'eau froide en général. Quand j'étais euh, quand j'étais représenté par une galerie à Berlin, j'adorais aller à Berlin juste pour aller faire des saunas. Il y a une culture sauna là-bas qui est fabuleuse. C'est très différent de ce qu'on a en France. C'est vachement plus proche de ce qui se passe en Norvège, enfin dans les pays nordiques en Hmm. général. C'est très familial, c'est des très beaux espaces en général. Tu peux y manger, tu peux y lire le journal. Les saunas sont très chauds, les bains froids sont très froids. Tu as des espaces extérieurs en plein hiver pour te reposer une fois que tu as fini ton sauna. Enfin, c'est vraiment très bien fait. C'est pas très cher. Enfin, sauf pour les grands lieux, évidemment. Donc, ouais, c'est toujours quelque chose que enfin, voilà, ces expériences thermiques, j'ai beaucoup aimé. Et arrivé en 2000, je crois, ouais, bah, c'était en 2022. On s'entraînait sur le bateau du club du Massilia Sub avec notamment Virginie Perrault qui est à Nice. Je sais pas si tu la connais. Mhm. Voilà, Virginie qui était à Marseille avant et qui était au club, avec qui je m'entraînais beaucoup à cette époque-là. Juste avant qu'elle parte à Nice, c'était une période où les piscines étaient fermées, je crois, encore à cause du Covid. Alors c'était peut-être pas 2022, c'était 2021, il me semble.
On s'entraînait beaucoup, on allait nager, on plongeait pas mal. Elle voulait faire les championnats de France, le NAC et tout ça. Et puis ce jour-là, sur le bateau, elle a fait: «Oh, il y a Arthur Guérin-Boéry». Moi, je savais même pas qui c'était à l'époque. Ouais. Arthur Guérin-Boéry qui a fait un record d'apnée sous glace. Venez, on fait une plongée en maillot pour célébrer ça, pour lui rendre hommage. Et j'ai fait: «Ouais, vas-y, chaud». Bon, on n'était que tous les deux à le faire finalement. Et en fait, depuis ce moment-là, quasiment à chaque session, à la fin de la session, je me mets en maillot pour faire une plongée en maillot. Et ça, c'est qu'il fasse 5 degrés ou 35 degrés dehors, que l'eau soit à 12 ou à 27, qu'il y ait une thermocline ou qu'il n'y ait pas de thermocline. Alors, ma seule limite, c'est un peu les méduses, quoi, parce que Hmm. forcément. Mais sinon, ouais, chaque fin de session est en général couronnée d'une plongée en maillot, plus ou moins profonde en fonction de ce que j'ai fait pendant la séance. Et parfois, alors plus récemment, je me suis mis à en faire en début de session aussi. Donc j'arrive sur le bateau en maillot, bien au chaud, en mitouflé dans des bons vêtements. Et je commence la session par une plongée en maillot, ouais. Et Ça, après, c'était plutôt t'enchaînes en pour combi? préparer les compétitions, par exemple. Et après, j'enchaîne en combi, ouais. Mm. Oh, t'es un frêle. Eh, je te dis, moi, en vivant ici à Dahab, je ferai plus jamais ça. Mais vous Ah, avez de l'eau froide, vous. Elle est à 21, là. l'eau froide? Là, on est en mois de janvier, l'eau elle est à 24 degrés, hein. Vous avez une thermocline, elle passe de 21 à 20 à 60 mètres, non? C'est pas Ouais, ça? je crois qu'elle passe de 24 à 24. Ouais. La thermocline, on connaît pas ici. Ouais. Ouais, c'est la belle vie. Ouais, donc j'ai découvert comme ça. Et puis, bon, si tu veux, il y a le côté sensation, le côté travail technique aussi, on ressent vachement la glisse. Et non, enfin, le côté sensation prime quand même, parce que c'est hyper fort, à la fois de se mettre dans l'eau dans des conditions comme ça. Ça fout une claque. Et puis, les sensations à la remontée sont dingues. Les sensations de glisse à la descente sont complètement délirantes, surtout depuis que je me suis mis à faire de la monopale. Au début, je faisais que de l'immersion libre et un peu de brasse. Et là, j'ai craqué, enfin, parce que moi, ma discipline, c'est quand même la mono. Mais j'ai mis du temps à l'accepter. Et depuis que je me suis mis à la mono en maillot, c'est encore plus dingue, quoi. Parce que la sensation de vitesse avec l'eau qui glisse sur le corps, Ouais, j'imagine. Et c'est extraordinaire. tu t'envoies à combien en slip? Là, mon best, je crois que je l'ai fait en Corse, c'était 61. 61 en slip. Et l'eau était à combien, au fond? Elle était pas froide. Il me semble Pas qu'il y avait trop. il y avait une thermo à, putain, je me souviens plus. En plus, c'était en octobre, donc c'était il y a pas longtemps. En surface, elle était pas très chaude. Elle était à 22, 23, tu vois. Peut-être un peu moins. Et il y avait une thermocline à 50 mètres qui était à 15 degrés, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc, enfin, c'est pas froid dans le sens où je suis quand même préparé, quoi. Donc, enfin, froid, ça aurait été une thermocline à 12 degrés à 20 mètres, tu vois. Là, Ouais, mais quand même, tout de même. oui, quand même, ça choque un peu, mais c'était plutôt agréable pour le coup. C'était quand on se prépare, quand on s'attend à la ressentir et Mm. qu'on se donne, parce qu'il y a beaucoup de travail mental aussi dans la plongée en maillot, quand on se donne l'envie de rencontrer ce truc-là, c'est hyper agréable en fait. Ouais. Et c'est quelque chose, je crois, Et que tu as mené aussi comme projet pour le BPGEPS option subaquatique sans scaphandre, donc le BPGEPS apnée. Je crois que c'était ton tout à fait. sujet de mémoire pour ce diplôme. Tout à fait, ouais. Je remercie beaucoup Abdel et Chantal, donc au Cormoran, qui m'ont permis de développer ce truc-là. Euh, c'était un stage sur 3 jours où j'ai reçu une bonne poignée de stagiaires, je crois qu'on était 8, à faire de la préparation grâce aux installations géniales du Cormoran, donc qui ont un sauna et un bain froid directement dans le centre. Mais non. Ah ouais, je Euh, savais pas, ça c'est nouveau alors. et ouais, Un ouais, il y a un sauna et sauna et un un bain bain froid. froid. Non, et puis c'est le bain froid. Bon, le sauna est génial, mais le bain froid est extraordinaire. C'est un petit jacuzzi où on peut rentrer à 4-5 et qui peut descendre jusqu'à 1 degré, quoi. Donc Mais non. c'est un outil formidable pour travailler ça. Et donc l'idée, c'était Incroyable. d'exploiter un peu ces ressources-là pour proposer un stage de plongée en maillot sur 3 jours. Ouais. Et on a remis ça on a refait l'événement en octobre là pour la Deep Week pour la Deep Week du Cormoran. Donc cet événement où ils font une semaine de plongée
une semaine de plongée entière avec une compétition à la fin. Et la compétition de fin de séjour avait un podium aussi pour les plongées en maillot. Et l'idée, c'était que j'ai préparé mes stagiaires à ces plongées-là à travers différents exercices, donc de l'exposition au chaud, de l'exposition au froid, d'être du travail spécifique à l'exposition au froid et du travail de gestion thermique en surface, du travail de gestion thermique dans l'eau. Voilà, tout ce que j'ai pu un peu acquérir par l'expérience. Alors, j'ai une petite expérience, hein, donc en fait, je dis pas que je connais grand-chose au truc, mais j'ai quand même fait un certain nombre de plongées pour connaître au moins les éléments de base qui sont la gestion thermique, les signes de l'hypothermie, les petites astuces. Il y a pas mal de petites astuces en fait qui permettent de plonger en confort même quand l'eau est à 12 degrés. Alors moi, ça Et m'intéresse. C'est quoi les petites astuces quand on a peur d'avoir froid en apnée et pour éviter d'avoir froid? ben déjà, il y a une distinction à faire, c'est que c'est il faut, enfin, plonger dans le froid, c'est carrément différent de plonger en hypothermie. Donc c'est normal de ressentir le froid sur sa peau. Par contre, c'est pas normal d'être en hypothermie quand on plonge. Ça peut être intéressant de manière épisodique, comme ça, pour apprendre à contrôler un peu ses mouvements, parce que forcément, l'hypothermie crée des spasmes, crée de la tension, et en fait, apprendre de manière très ponctuelle à contrôler un peu son corps dans ces situations-là, ben, pourquoi pas? Moi, je le fais de temps en temps. Mais par contre, plonger en eau froide, c'est pas plonger en hypothermie, donc ça veut dire qu'il faut arriver dans l'eau en ayant chaud. Et après ça, il faut connaître un peu ces temps de refroidissement pour réussir à adapter son protocole de préparation. En gros, c'est un peu la base. C'est un peu ça la base. Et se maintenir au chaud en surface, ça veut dire avoir des vêtements spécifiques, pas hésiter à s'habiller en tenue de ski quand on vient sur le bateau, ce qui, bah, en fait, pour beaucoup, c'est complètement contre-intuitif. On reçoit tous les ans des nouveaux adhérents au club. Quand on leur dit à partir de novembre-décembre de venir avec leurs gants de ski, leur doudoune et leurs pantalons de ski. Enfin, ça les surprend un peu, mais en Hmm. fait, voilà, les temps de navigation sont longs, on se refroidit vite sur un bateau avec un courant d'air, il suffit que l'eau soit un peu froide et le fond de l'air est très froid. Et en fait, il faut mettre toutes les chances de son côté en laissant aucune calorie s'échapper de ton corps, en fait. Donc Hmm. tu fais une barrière complète et tu gardes au maximum ta chaleur, limite jusqu'à avoir trop chaud jusqu'au moment où tu vas dans l'eau. Et ça veut dire qu'il faut adapter la préparation, donc éventuellement avoir déjà une aisance avec le no warm-up, ou alors avoir une très bonne préparation à sec avec des rétentions. Voilà. Après, ça, c'est hyper individuel. Donc, en Hmm. général, en stage, moi, j'essaie d'observer un peu les habitudes de tout le monde et j'individualise tout ça. Euh, Au mieux. Tu as des personnes qui sont très très résistantes au froid, donc elles peuvent aller s'échauffer dans l'eau, hein. Je pense à mon collègue Vincent Pouillet qui m'a accompagné sur le stage d'octobre, qui est le kiné et le sparring partner de Arthur Guérin-Boéry pour ses records. D'ailleurs, au passage, un petit bisou à tous mes skinheads qui écouteront peut-être ce podcast. Donc c'était le nom du groupe qu'on s'était donné pour cette session, mes chers skinheads. Euh, donc ouais, Vincent qui lui a une résistance extraordinaire au froid, c'est-à-dire que même si l'eau était à 23, 24 en début de semaine, lui il se mettait en maillot, il tenait 1 heure quoi. Wow. Moi, je fais ça pendant 10 minutes, je suis mort quoi. Hmm. Donc on n'a pas du tout tous la même fenêtre. Pareil sur l'occurrence pendant mon BPGEPS fin juillet. J'avais une stagiaire qui était très mince, qui était très sportive et en fait, elle est rentrée 3 minutes dans l'eau, elle grelottait déjà, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment, et même d'ailleurs à ce stage-là, on était en juillet, j'avais vraiment insisté sur le fait qu'il fallait se couvrir, mettre un coupe-vent, mettre un pull, machin, alors que, enfin, allez, au pire, le matin, il fait 25 degrés dehors, donc tu dis, mais il fait pas froid, pourquoi je me couvrirais? Mais en fait, l'air de rien, ne serait-ce que perdre quelques dixièmes de degrés de température corporelle, c'est déjà délétère en fait. Hmm. Donc si tu arrives en ayant le plus chaud possible, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir, quoi. Et d'ailleurs, pour euh, la compétition d'octobre, donc à la fin de cette Deep Week, ma première plongée, je l'ai complètement ratée à cause de ça. C'est-à-dire que j'étais pas assez couvert. Je suis allé dans l'eau pour m'échauffer, j'aurais pas dû. Et puis en fait, je suis arrivé sur le cap, je tremblais comme une feuille. C'était impossible de faire une descente dans ces conditions-là, quoi.
Voilà, j'ai corrigé le tir sur le deuxième jour, mais même en ayant une petite connaissance de ces enjeux-là, des fois, ça peut être un peu difficile d'évaluer quelle va être ta résistance par rapport à une température que t'as pas trop pratiquée, par rapport à à un nouveau cadre, quoi. Ouais. En Faire tout une cas, compétition en maillot, c'est pas pareil que de ouais, plonger en maillot avec les potes sur le bateau où t'as 10 minutes pour te réchauffer si t'as un peu froid, machin, machin, quoi. il vaut mieux toujours avoir un peu trop chaud qu'un peu trop froid. Carrément. Ça, c'est Et sûr. plonger en hypothermie, ça peut être intéressant ponctuellement, mais c'est aussi assez dangereux parce que ça augmente carrément, ça augmente exponentiellement le risque de barotraumatisme pulmonaire, quoi. Hmm. Ouais. Un autre pays. Voilà. Émile, on a parlé de beaucoup de choses. T'en as fait toi un peu en maillot d'ailleurs, mon jus? À Dahab, tu le fais pas? Moi, je nage à Dahab en slip. Oui, toi tu nages en maillot, ouais, c'est vrai. Bah ouais. J'avais traversé la Manche à la nage, mais je l'avais fait avec une combinaison, parce que sinon il aurait fallu que je prenne 10 kilos de gras, et j'avais pas envie, j'avais pas le temps. Marseille-Monaco, je l'avais fait en combi aussi. Et par contre, j'ai fait Blue Hole Lighthouse, donc c'était 10 kilomètres de nage, je l'ai fait en slip, et on s'était recouvert le corps Je me souviens de ça. de vaseline pour protéger un peu du froid. Ça marche bien ça? Ah bien sûr, il faut que tu fasses un mélange de vaseline 50% et de lamoline à 50% et tu te recouvres le corps et ça va te faire une couche naturelle un peu de gras. T'en mets énormément sur le torse Hmm. et ça aide énormément à conserver la chaleur. C'est une technique qui est faite par les nageurs qui font la manche à la nage et qui font la manche, ouais, donc Angleterre, France, pour avoir des courants plus favorables. Et oui, ça aide à avoir une perte calorique minimum pendant la nage. C'est quoi le gain? Ça a Le été gain? mesuré ou ouais, Ah, le gain, genre non, je saurais pas te le dire. Mais en tout cas, je peux te le dire mais que ça quand se tu compte fais en heures, ça se compte en minutes ou en heure, est-ce qu'il en faut en heure. remettre derrière ou ça tient Non, bien? tu mets une fois parce que après, quand tu fais un record à la nage, tu n'as plus le droit d'avoir un contact physique ou tu n'as plus le droit de toucher un canoë ou un kayak. T'as juste, quand ils font la manche, ils ont le droit de prendre un gobelet comme ça, mais ils n'ont pas le droit de toucher le canoë ou le bateau. Et en général, non, t'en remets pas. Mais par Ok. contre, je peux t'assurer que si tu mets de la lamoline et de la vaseline sur tout ton corps, tu vas avoir l'impression d'avoir une petite combinaison avec toi. Ah, j'essaierai. Mais attends, ce serait peut-être un truc ça pour faire des vraies plongées profondes Oui, en parce que je suppose que tu augmentes un peu ta glisse aussi, non? la Je sais glisse, je pas. sais pas, mais en tout cas, je peux te garantir, quand tu passes des heures dans l'eau, t'es content de la boire. Ouais. D'accord. Ouais. Et pour ceux qui sont allergiques à l'industrie pétrolière, est-ce qu'on peut utiliser du saindoux ou du Du beurre? Sindou? Du beurre Du salé? beurre? Et ben j'ai envie de te dire, faut qu'on essaye. Ok. Ouais. J'essaierai, promis. Le slip. Mais la plongée en profondeur en slip, j'ai pas encore fait. Bah, profites-en. Là, t'es à Dahab, vas-y, quoi. Au Ouais. moins pour sentir les sensations, tu vois. Enfin, c'est assez cool, quoi. Moi, je le ferai tout nu T'as, plutôt. t'as ta Quitte à le monopale. faire, quitte à le faire, je le ferai à poil. Bon, ok, ça, j'ai déjà fait aussi. C'est vraiment génial. C'est encore mieux. Je sais plus c'est qui avait fait une plongée genre à 100 mètres à poil. Il y a Hmm. un Français qui a fait ça, tout nu. À poil, je suis pas au courant. Il y a Guillaume Néry qui l'a fait en maillot. À Si, si, 105, je crois. il y en a un qui s'est envoyé à 100 mètres à poil. J'ai pas envie de dire de nom pour pas dire de bêtises, mais il y en a un qui a fait ça, ouais. Oh, là, j'étais pas au courant, tu vois. Ouais. Ok. Et Thibaut, Défi relevé. Thibaut, Émile Mold, tu as de très beaux résultats en compétition. Tu as 78 mètres en monopalme. Tu peux faire 5,36 en apnée statique. Tu fais de l'apnée piscine. Tu fais de l'apnée profondeur. Tu joues un peu sur les deux terrains. Est-ce que tu as des ambitions dans l'apnée? Est-ce que tu veux rejoindre un jour l'équipe de France AIDA ou pourquoi pas l'équipe de France CIMAS, comme ton ami Sven Narbonne, que tu coaches d'ailleurs et qui a fait des très très belles performances. Quelles sont tes ambitions dans les années à venir sur l'apnée compétition? Euh, Alors, t'arrives un peu à un moment où les plaques tectoniques sont en train de bouger, de se réajuster. Il y a un an ou 2 ans, je t'aurais dit que les objectifs, c'était de progresser au maximum pour arriver le plus profond possible et aller explorer tout ça. Oui, les opportunités d'équipe de France, les championnats du monde, etc. Maintenant, je suis un peu plus mesuré parce que
Disons que je m'entraîne beaucoup et quand même depuis un moment avec des résultats que je trouve pas à la hauteur de ce que je mets comme quantité d'entraînement. Et c'est en grosse partie lié à des difficultés dans ma récupération, sur le sommeil et aussi des petits soucis de santé mentale. Donc là, disons que je suis un peu dans l'observation. Là, je laisse un an. Et puis, bon, faut pas, enfin, je me fais pas d'illusions. Je suis pas un apnéiste extraordinaire, quoi. Je veux dire, 5,36, 80 mètres, en piscine, je fais 175. Bon, c'est bien pour un pratiquant, disons, largement éclairé, mais c'est pas un niveau compétitif extraordinaire. Donc, moi, j'ai encore envie de progresser, c'est clair. Je vais chercher à améliorer mes aspects techniques, je vais chercher à améliorer mes distances, mais surtout, je vais chercher à améliorer ma santé générale, quoi. Retrouver du sommeil, parce que enfin, un athlète, il a beau mettre tout ce qu'il veut en charge d'entraînement, si la récupération n'est pas bonne, si le sommeil n'est pas bon, ça portera pas ses fruits. Et je pense qu'il y a un truc, donc à la fois dans des facteurs tels que le sommeil et la récupération passive, on va dire, que sur lesquels je suis pas encore au point. Euh, et des facteurs sur lesquels il faudrait vraiment que je bosse. Et là, j'hésite à prendre du coaching parce que jusque-là, je suis auto-coaché, je me fais mes séances, je me fais mes Mm. programmes depuis quand même assez longtemps. Mais autant j'ai un peu de créativité sur le contenu des entraînements, sur l'organisation d'une semaine, sur l'organisation des mois, sur la périodisation sur l'année, etc. Mais par contre, sur la récupération, je crois que encore une fois, c'est une question de sensibilité. J'ai pas encore la sensibilité aux signes de fatigue qui, qui pointent et qui me limitent dans mes performances et dans ma progression et sur lesquels il faudrait que j'arrive à jouer dans l'intensité de mes entraînements. En fait, pour le dire plus simplement, je m'entraîne un peu comme un bourrin, je crois. Et ça, il faut que ça change. Et donc cette année, je vais essayer un peu de changer ma méthodologie et, euh, et d'être un peu plus souple avec moi-même pour voir comment ça progresse. Je suis pas tout jeune, quoi. Je vais avoir 38 ans bientôt. Il y a plein de petits jeunes qui arrivent derrière qui vont nous défoncer. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup faire un championnat du monde. Quand j'ai commencé à m'entraîner un peu sérieusement, c'était mon seul objectif. Je me disais que je voulais participer à un championnat du monde. Euh, je, je pense que ça, c'est à ma portée, avec l'équipe de France AIDA, euh, qui, qui m'avait déjà proposé de le faire l'année dernière. Tu sais, c'est par le jeu des désistements. Tous les ans, il y a toujours des Mm. places qui se libèrent. Voilà, c'était un peu tard pour moi. Ça coûtait un peu cher d'aller à Chypre. Mais en tout cas, enfin, j'espère que l'année prochaine, ce sera possible. Et si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Je suis pas très pressé. Disons que moi, j'ai surtout envie, ouais, d'aller bien, de continuer à progresser, d'apprendre des éléments techniques, d'être bien avec les personnes avec qui je m'entraîne, Sven, César, Rémi, Louise Océane, Ellie, les nouveaux qui arrivent, quoi, avec qui j'ai envie de continuer à construire des trucs. Mais pour moi, disons que j'ai déjà une charge mentale qui est suffisamment lourde comme ça pour vraiment grinder le game, tu vois. Enfin, je Ouais. l'ai déjà fait en tant qu'artiste, ça m'a beaucoup fatigué. C'est quelque chose que j'aimais pas du tout faire. Ça m'a coûté des plumes et là j'ai pas envie que ça me coûte des plumes en apnée. Ça le fait déjà un peu parce que, enfin, là j'ai passé 3 ans ou 4 ans quasiment d'affilée en formation, hein, de l'initiateur entraîneur fédéral jusqu'au BPGEPS. Je me suis quasiment jamais arrêté de me former. Là, je suis un peu fatigué. Donc j'ai envie d'un peu de me laisser tranquille, d'observer, de voir un peu comment mon corps réagit, de voir comment mon esprit se stabilise et de voir un peu où ça va m'amener. Alors il y a juste un endroit où j'ai peut-être envie un peu de pousser, c'est le speed. Parce que je me suis procuré une jolie mono de speed. J'ai plutôt des facilités là-dedans. Là, j'ai fait quelques prises de perf qui étaient plutôt intéressantes avec un entraînement assez court. Donc, je vais essayer de pousser un peu dans cette direction-là pour faire Alors peut-être les championnats de France cette année quand tu dis en le speed. speed, tu peux nous expliquer un peu, tu parles
Du quoi, du 8 x 50, du Ouais, 7 ce fois sont les épreuves 25 de piscine, les épreuves de piscine. Alors maintenant, à la Fédé, il y a plus que le 8 fois, le 4 fois et le 2 fois 50. Ok, Moi, je serais plutôt sur le 2 fois et peut-être le 4 fois. ok. 4 fois Ouais, 50, 2 fois 50. j'ai un profil assez explosif. J'ai pas une très bonne endurance sur des épreuves sur des épreuves moyennes et longues. Donc, mais par contre, sur le sprint, ouais, je suis plutôt explosif et nerveux. J'arrive à faire le 100 mètres sans difficulté, sans Tu fais le 100 respirer. mètres en Donc, combien de temps? là, j'ai fait 41 secondes récemment. 41 secondes, 100 Ouais, mètres, non-stop. voilà. Bon, ce qui est pas incroyable, hein. C'est quoi le Je record du crois monde? que le record du monde, il est à 31 secondes 75, il me semble. C'est Max Pochard, l'Allemand, complètement. Enfin, lui, Wow. c'est un monstre, lui. Et l'année 31,65. dernière, c'est Guillaume Bourdila qui a gagné les championnats de France avec, putain, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 38-25. Hmm. Donc, alors il y a des mecs qui nagent hyper vite en France, et puis les jeunes qui arrivent aussi. Bousquet, je me souviens plus des noms de tout le monde, mais voilà, on a des jeunes qui viennent de la nage avec palme, qui nagent hyper vite. Mais en fait, moi, enfin, ça me ferait hyper plaisir de gagner. J'adore faire des podiums, j'adore avoir des médailles d'or. Ma fille adore que je ramène les médailles à la maison. Mais, mais voilà, je chasse pas ça à tout prix. Si déjà je peux faire un championnat de France et pas terminer dernier, je serais hyper content pour pour un premier essai. Et après, après, on verra ce que ça donne, quoi. Ouais, bah des championnats de France, on en a Déjà déjà avant, fait il faudrait que ensemble. je me développe un peu sur le 4 et sur le 8 fois 50, des épreuves où j'ai un peu du mal. Mais bon, ça, on verra plus tard. Ouais, on a déjà fait les championnats de France ensemble, ouais, c'est vrai. On a fait le NAC, on a fait le France, on a fait la Corse. C'est comme ça qu'on s'est connus, Ben oui. Alors il la faut savoir Corse. que qu'Émile, c'est vraiment mon alter ego. Les gens pensent qu'on est frères. Ben, on est frères, qu'est-ce que tu Ben racontes? c'est vrai qu'on est frères. Et Qu'est-ce on que tu se voit racontes? pas souvent, mais c'est marrant comment on a connecté, quoi. Ouais, c'est clair, c'est Incroyable. clair. Moi, je Ouais. me souviens à l'époque, t'étais dans ta phase où tu faisais plein de mèmes et tu les postais partout sur Instagram. Les Oh mèmes là sur là. l'apnée, là, qu'est-ce qu'on se marrait, putain. Je peux t'assurer que Stéphane Touroux, il en rigole encore. Je les ai C'est vrai. retrouvés dans, je les ai retrouvés dans mon téléphone il y a pas longtemps. J'en ai un paquet. On en avait fait quelques-uns ensemble, je me souviens. Ouais. Bah, tu sais que pour moi, l'apnée, de toute façon, ça a été un peu ma soupape de décompression. Donc, je peux t'assurer que je me lâchais et je me lâche encore en vivant à Dahab. Fini le stress. Et comme tu dis, il y a un mot que tu as dit, c'est la santé mentale. En vivant ici à Dahab, en faisant les stages, en faisant le podcast, c'est que des choses qui contribuent à mon bien-être et tout ce qui ne m'aide pas à aller bien, ralasse, c'est fini. C'est bien ça. Ouais. Toi, c'était après ton burn-out d'éco-anxiété, c'est ça? Quand j'étais éco-aventurier, tu sais, j'avais une Ouais. association et je faisais du lobbying éco-citoyen auprès des députés et des actions dans les écoles, collèges, lycées, écoles de commerce, universités. Puis je faisais la promotion des écoles écologiques à l'Assemblée nationale, plus des défis sportifs extrêmes, donc traverser la Manche à la nage, le plus long triathlon du monde, que des défis un peu fous comme ça, ou partir en bateau tout seul en catamaran et finir sauvé par la SNSM. Puis Ah j'ai oui, tout ça, tu m'avais perdu. raconté, Ouais, ouais. ouais, j'ai tout perdu Hmm. avec le Covid, et puis j'étais proche de. Je m'entendais bien avec Nicolas Hulot, il avait écrit la préface de mon livre, et puis quand il a été accusé d'agression sexuelle, tu sais, le gros documentaire qui est sorti sur lui, Je me souviens très bien, ouais. ça a été un peu le. En fait, quand j'ai discuté avec les proches, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils m'ont dit, ils ont plutôt été dans l'affirmation que dans l'infirmation, donc ça a confirmé un peu mon dégoût du milieu politique et donc Hmm. j'ai tout perdu et je suis allé à France Travail, là, à Pôle Emploi et j'avais plus de travail, j'avais plus rien et j'ai dit bah je veux devenir prof d'apnée et puis ils m'ont payé le BPGEPS et puis à partir de là la nouvelle vie a commencé. Tiens, je savais pas que tu te l'étais fait financer comme ça, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, en fait. Tu venais de sortir de cette phase-là. D'accord. Exactement, du BPGEPS, ouais. Excellent. Ouais, ouais. Et Et là, là, ça va mieux du coup. Est-ce que Adab, t'as trouvé un peu un équilibre? Est-ce que moi, j'ai l'impression que, alors, j'y suis pas allé beaucoup à Adab, hein, j'y suis allé que 10 jours dans toute ma petite vie. ouais. Mais je ressentais un peu un isolement quand même et une difficulté à sortir de Dahab. Ouais, Tu vois ce que je mais veux dire? tu sais, j'ai vécu à Bora Bora. Donc, pour moi, Dahab, c'est une plaque tournante gigantesque. C'est comme une île, mais avec plein de gens passionnants, plein de gens drôles. Euh,
Hmm. avec plein d'activités possibles. Et puis si tu veux sortir, t'as Sharm el-Sheikh, tu peux Ouais. prendre l'avion, tu peux aller ailleurs. Mais après avoir vécu à Bora Bora, sur ce caillou, en plein milieu de l'océan Pacifique, je peux t'assurer que je peux vivre Ouais, où là, n'importe où. t'as vraiment personne, quoi. Ouais, ouais, t'es vraiment Enfin, perdu, personne, quoi. je veux pas manquer de respect aux locaux, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même une population qui est toute petite, quoi. Ah ouais, on était à 12 000 habitants sur Bora, tu vois. Et Hmm. ici, à Dahab, on est quoi, 15 000? Mais c'est pas du tout la même énergie. Donc non, non, moi je suis très heureux de vivre ici. Et je me verrais pas vivre en France pour l'instant, tu vois. Hmm. Ouais, je comprends. Et oui, mais je ne suis pas comme toi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, je Et ouais, suis moi, un j'ai des homme. attaches ici quand même, ouais. J'ai juste un chat, tu vois, donc c'est plus la même vie, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi, moi, quand j'étais allé à Dahab, il y avait aussi la famille qui me manquait, donc enfin, c'est compliqué une fois que tu as des attaches sentimentales ailleurs. Ouais, s'expatrier comme ça longtemps, ça devient difficile. D'ailleurs, c'est un Ouais. problème en compétition parfois. Je commençais à avoir du mal à, bon, maintenant, au tout début, c'était difficile parce que je partais vraiment tout seul. Je veux dire, il y avait personne du club qui me suivait en plus parce qu'on était dans une période creuse où Morgan Bourkis se faisait plus tellement de compétition et il y avait personne pour reprendre la relève de ce volet-là. Bon, il y avait un peu Cathy, ma chère Cathy, qui participait de temps en temps, mais peut-être de manière un peu moins assidue. Mais depuis que Sven et tout ça, César sont arrivés, je commence à avoir des potes qui viennent en compète. Donc c'est vachement mieux déjà comme expérience. Mais récemment aussi, il y a quand même ma femme et ma fille qui sont venues à Nice pour le NAC, et ça c'était génial. Enfin voilà, là j'étais presque comme à la maison. Et enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à bouger, à déménager, à aller à droite à gauche. Et, hum, et en fait, pour une fois, enfin, je pensais pas que ça allait m'arriver, mais être posé, avoir un peu des attaches comme ça, émotionnelles, des attaches familiales, un entourage qui m'aime, bah ouais, c'est hyper cool en fait. Et amener ça en compétition, c'est un vrai atout. Bon, bah si tu vas au championnat du monde, va falloir emmener toute la petite famille, hein. Grave, grave. Bah, j'espère que ce Ça, sera dans un lieu cool, quoi. ouais, bah ça Bon, il y sent a des ça. chances en même temps, il y a que des lieux cool pour les compétitions de Ouais. championnat du monde. Émile, je voulais aussi te demander, est-ce que bah, tu es coach, hein, tu coaches Sven Narbonne, qui a fait des très beaux résultats au dernier championnat du monde avec 96 mètres de profondeur. C'est ton copain, c'est ton acolyte au club Massilia. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pragmatique, technique, pour améliorer sa relaxation? Parce qu'on le sait, l'apnée et l'apnée en profondeur, c'est 90% de relaxation, de sensibilité. Alors, comment tu fais pour être détendu, relâché avant de t'envoyer en profondeur sans air? Euh, Bah, c'est un peu comme ce que je racontais tout à l'heure pour la plongée en maillot, c'est-à-dire que c'est hyper individuel. On a tous des... Là, je suis désolé, mais je vais te faire une réponse qui va répondre à personne et à tout le monde en même temps. Mais c'est individuel, on a Eh tous des bah, méthodologies de si tu préparation devais différentes, répondre du quoi. coup, si tu devais répondre pour toi, alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, en étant spécifique? C'est ça qui m'intéresse. Alors moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est la musique. La musique. Ouais, tout simplement. Ouais, j'aime bien. Enfin, malheureusement, je le fais pas assez souvent parce que souvent c'est une gestion un peu. Alors, je le fais en compète. Mais par exemple, à l'entraînement en mer ou en piscine, c'est un peu compliqué parce qu'en général, c'est moi qui gère les séances, donc je dois être présent, m'occuper un peu de la mise en place, gérer les câbles, machin. Mais, euh, mais ouais, j'aime bien avoir de la musique. Et pas forcément des musiques calmes. Des fois, des musiques bien vénères, ça me fait du bien aussi, quoi. Ah C'est en ouais? fonction ouais, en fonction de l'état d'esprit, quoi. Mais t'écoutes ça, par exemple, en compétition piscine, même en profondeur, t'as ton casque, parce que je t'ai jamais vu avec un casque à écouter de la musique de bourrin avant une compète. C'est vrai? Mais Ouais? si tu m'as déjà vu. Ah ouais? Bah attends, Ouais, est-ce je que suis je te sûr qu'au connais? NAC, au NAC 2024, t'étais là ou pas? Non. Quand est-ce que tu Non, aurais non, pu me non. voir? Non, Non, mais c'était si, avant. si, Ouais. si, si, ouais, j'écoute la musique. Après, c'est vrai qu'au début, je le faisais pas trop parce que je m'étais pas rendu compte que ça marchait. Enfin, je m'étais pas rendu compte que c'était possible et que ça me ferait du bien. Mais je le fais depuis 2, 3 ans, ouais, maintenant. Et Ok. non, ouais, ça marche vraiment bien. Et Et des tu te fois, mets une des petite gros enceinte dans sons, l'eau? du bon heavy metal, des trucs comme ça. Non, je mets pas d'enceinte dans l'eau, par contre. Ouais. Bah, t'imagines les dégâts avec les autres compétiteurs. Les goûts et les Excellent. couleurs, ouais, je pense qu'on serait pas alignés, nos chakras seraient pas alignés, là. On a Dab, on a un grand mec tatoué, baraqué,
qui fait de l'apnée statique, et il passe toujours dernier en compétition parce que il met, Ce qui met euh, sa musique. il met du rock. Il met un gros rock. Il met Est-ce un que rock. c'est autorisé dans les règlements, ça? Tu vois, je j'ai même Mais pas en tout regardé. cas, je pense que ce n'est pas interdit. Et en format AIDA, on laisse Chili se mettre son rock et il écoute sa musique. Ça fait quoi, 6 minutes C'est et extraordinaire, coiffé. ça. Ouais, ouais, c'est rigolo. Ouais. Il doit connaître du coup les temps forts de la musique, donc il sait à quel moment il en est dans l'apnée aussi. C'est exactement ça, ouais. Ça lui donne un chrono. Ouais. Pas mal. Après, moi, je voulais faire un truc comme ça en séance de statique, amener une enceinte et demander de faire des apnées avec les pires musiques possibles, tu sais, en mode un peu séance de torture mentale, tu vois, pour voir un peu quelle était la résistance possible aux Ouais. éléments exogènes. Je l'ai Avec pas un encore fait, discours de mais Macron et de Trump. oh là là, oh là là. Et de rester calme. Non, j'ai des limites quand même. J'ai Ok, des donc ton limites. conseil magique, c'est la musique. Bon, allez, ton deuxième Pour moi, c'est conseil la musique. magique. Après, il y en a d'autres. Bah, par exemple, Sven, c'est une grande rigueur dans le timing de sa préparation, avec des exercices de ventilation très carrés, très réglés, des exercices de visualisation très réglés, très carrés. Voilà, de ses propres mots, hein, ça le rassure, ça le met en condition, et puis il arrive sur la plongée prêt, quoi. Ok. Et ben moi, je vais vous en partager un. Parce que c'est Vas-y. celui que j'applique depuis un petit moment, là. C'est l'appui nerf vague. Donc, inspiration au maximum, le ventre, le thorax, plus carpe. J'en fais Ouais. quelques-unes. Et Et après, tu te défonces en fait, quoi. je fais belly in ou belly out. Enfin, je pousse le ventre extérieur ou je fais un Uddiyana Bandha. Et ça fait monter la pression, ça appuie sur le nerf vague. Et c'est une super technique pour se vider la tête. Et si je suis vraiment motivé, je joue avec les yeux et j'envoie le regard, les yeux, bien en haut, bien en arrière, et ça fait un double point nerf vague. Et si on le fait trop fort, on peut tomber dans les pommes. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. Là, il Oui, faut tu te donc, défonces, tu te fais une espèce de demi-syncope, ouais. J'avais déjà entendu parler de ça. et ça fonctionne extrêmement bien de faire cet appui nerf vague. Et après, je commence mon protocole de ventilation. Et pour se vider la tête, c'est parfait. Est-ce que c'est Goose Ravenas qui t'a parlé de cette technique-là ou tu l'as fait avant? Gus, Parce ouais, que là, si je me trompe pas, t'es en coaching avec Goose, c'est ça? c'est ça, je suis en coaching avec Touchdown, Ouais, avec Mika Picard, que vous avez pu écouter d'accord. dans les épisodes précédents. Et c'est une de leurs techniques, c'est l'appui nerf vague, mais c'est quelque chose que j'avais découvert un peu avant aussi. Et ils m'ont appris aussi les yeux en arrière. Ça, il faut faire attention parce que ça fait tomber Ah, un je peu dans les connaissais pas, pommes. tu vois, les yeux en arrière, ouais. Si, si, ouais, tu t'imagines que tu étires le regard comme une corde bien en haut, bien verticale. Tu peux faire vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, droite, Mhm. gauche. Et moi, quand je suis assez sensible en fait, et quand je fais ça vers le haut, tu peux me voir, je suis en position un peu lotus et je peux tomber. Boum. Ah, putain, la tête de la préparation que ça doit être extraordinaire de vous filmer à ce moment-là. Vous êtes tous en Mhm. position orgasmique, là, en Et, train de vous préparer à vous envoyer. et du coup, je le fais avec mes élèves en stage et ça fonctionne plutôt bien. D'accord, Ça excellent. permet de bien vider la tête. Surtout sur l'expiration, quand tu expires, tu fais une expiration corde vocale ou une expiration en lèvres S et t'as tout qui part, quoi. Toutes les tensions, Ok, toutes les pensées négatives. Ça, c'est vraiment génial. ok. Bah, tu vois, ça, j'avais essayé. J'avais essayé il y a quelques années. Et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que ça m'épuisait je sais pas comment appeler Le ça, mais en système gros, le nerveux, quoi. système de résistance hypoxique, quoi, un Ah truc comme ouais? ça. Ouais. Euh, Pourtant, j'aime bien les expériences qui sont un peu proches de la défonce, des psychédéliques, machin, mais c'est vrai que là, j'avais l'impression que ça crée de la fatigue, excessive, ouais. Ouais, il faut y aller doucement. Ouais, Ça c'est ça. dépend de Je pense qu'il faut y aller l'intensité que tu mets. progressif, en fait, ouais. Mm. Pas forcément besoin d'aller au maximum. Tu peux le faire doucement. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est un petit appui nerf vague. Et puis après, moi, je fais mon protocole. Trois ventiles, trois belly, trois Mm. waves, trois fois. Et puis après, j'ai intégré aussi un tout petit peu d'hyperventilation dans mon protocole pour jouer sur le CO2. Et ça fonctionne très très bien. J'ai de très bons résultats tout en étant safe. Ok. Ouais. T'as progressé un peu en profondeur, là? Comment ça se passe? Est-ce qu'il vous fait plonger profond, Goose? Ah bah là, je travaille surtout sur la technique. Et là, j'ai ma compense qui est magique. Tu vois, je fais charge à 5 mètres, je l'emmène à 50. Ah ouais, excellent. Ouais, Bah, je j'ai une faisais ça aussi l'année très très dernière. bonne EQ là. Super. En Et Mousefil? ouais, en Mousefeel, ouais. En Mm. Miausefeel, comme ils disent. Meowsfil? Ouais. Et Ok, Thibaut, super. est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée?
Non, on a un peu fait le tour. Après, bah là, à Marseille, ce qui va se passer, qui va être intéressant, c'est que je suis en train enfin, on est en train avec Sven et César, on est en train de construire la section apnée de l'YCPR, donc le club un peu mythique de la Pointe Rouge, qui a déjà une grosse activité chasse et plongée et voile. Ils sont très connus pour la voile, l'Y. Et à leur demande, on est en train de créer cette section apnée associative qu'on va commencer à animer et qui va devenir un peu enfin je l'espère, notre plateforme d'entraînement. Hmm. Voilà, on a ça dans les tuyaux. Donc ça veut dire que vous allez C'est quitter le Massilia Club. Non, alors l'idée ce serait de rester comme moi le Massilia Sup, j'y suis hyper attaché parce que c'est des valeurs avec lesquelles je suis aligné. C'est un club qui est hyper accessible. D'un point de vue financier, quand tu regardes le tarif des prestations apnées, maintenant, enfin, c'est vraiment, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un avec des petits moyens, même un SMIC, puisse arriver à pratiquer l'apnée de manière régulière, en tout cas l'apnée profonde. Euh, et quand je dis ça, j'en veux pas aux structures parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à payer quand on a un centre d'apnée et qu'on est obligé de faire des prestations à ces tarifs-là. Mais, euh, mais voilà, au Massilia, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des horizons sociaux hyper différents, ce qui est franchement pas toujours le cas en apnée, en tout cas en France. Après, je connais pas exactement la situation dans d'autres pays, mais mais c'est vrai que je trouve on a un milieu socio-professionnel qui est assez homogène, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu parfois. Mais ce que j'aime bien, ouais, voilà, ce que j'aime bien au Massilia, c'est que c'est pas très cher en fin de compte. Euh, c'est aussi là que j'ai tout Hmm. appris. C'est mon club de cœur. Donc oui, j'y resterai pour la piscine en tout cas. Je resterai au comité directeur parce que j'y suis déjà et que j'ai encore envie de faire des projets là-bas. Par contre, c'est vrai que pour la partie mer, ça va se déplacer un peu vers l'YCPR qui a des moyens qui nous permet aussi peut-être de nous entraîner plus facilement, où le club du Massilia a envie de garder un peu cette approche plus familiale et peut-être un peu moins engagée vers la performance. YCPR nous accompagnera peut-être plus volontiers vers la Ouais. progression en profondeur. Ça empêchera d'avoir des problématiques comme on prend le bateau, il faut qu'on navigue 45 minutes, une demi-heure pour un spot profond, alors que peut-être qu'il y a plus de débutants sur le bateau et qu'il y a des spots plus proches et moins profonds. Ça empêchera peut-être ce genre de problème. Bah, non, on aura toujours les navigations, on aura toujours les contraintes des plus ou moins débutants qui sont là, mais disons que c'est plus dans la volonté du club d'accompagner la performance. Donc, on aura tout l'aspect sortie club classique où on sort quoi, on prend le bateau. S'il y a des débutants, il y a des débutants. S'il y a des intermédiaires, il y a des intermédiaires. S'il y a des pros, il y a des pros. On essaie d'arranger tout le monde. Et puis il y aura des sorties un peu plus axées performance où là, quelles que soient les conditions météo, quelles que soient les profondeurs visées, ben on sort, on y va et puis on fait notre truc et on se prépare pour les championnats de France, les championnats du monde, machin. Voilà. Ça c'est un truc qui a été un peu négocié avec le club et c'est vrai que ça enlèvera un peu un poids de se dire bon comment est-ce que ça va être considéré qu'on aille plonger à 95 mètres aujourd'hui alors qu'il y a un mètre de houle. Là, le fait que je sois en responsabilité, disons que ça permettra de rendre ça possible, quoi. Là où je comprends hein, qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de se mettre en responsabilité sur des plongées aussi engagées, ouais, c'est tout à fait normal. Ouais. Vous plongez quand tu fais Moi, je m'en sens les 4... compétences, on connaît les risques, on maîtrise ouais. les risques à peu près. Donc, il y a encore des choses à voir. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a une nouvelle plateforme, enfin un nouveau bateau donc, qui sera notre plateforme d'entraînement sur lequel on peut un peu tout organiser pour mitiger les risques, notamment l'installation d'un contrepoids de bonne qualité et tout Ouais. ça. Ouais, ça va compter. Donc Ok. ouais, c'est hyper chouette. Et il y a une chambre en cas d'ADD, d'accident de décompression. Vous avez à Marseille une chambre Ouais, comme à oui, Nice? oui, oui. Oui, on a une chambre hyperbar, ouais. Une chambre Il y a hyperbar, ouais. l'hôpital Sainte-Marguerite, ouais, qui a le service hyperbar Ouais. avec la chambre. D'ailleurs, en parlant de ce sujet d'ADD, une pensée pour tous les amis de André Matvenko qui est décédé et qui avait été Ouais, victime ouais.
d'un accident de décompression lors des derniers championnats du monde CIMAS. Ouais, ça c'est terrible, ouais. Ouais. Donc, je pense que Ça sur le c'est terrible. podcast, on reviendra sur le sujet avec des spécialistes, parce que c'est un gros sujet qui va modifier l'organisation, je pense, des mondiaux et qui va changer pas mal de Bah, choses. j'espère en tout cas, mais moi je suis étonné du. Enfin, je suis étonné. Non, je suis pas étonné, mais c'est sur un événement comme ça, les fédérations, au moins la fédération qui est concernée, devrait se positionner pour répondre, pour communiquer. Enfin, voilà, il y a du monde à rassurer derrière, il y a des mesures à prendre, et ces mesures, elles doivent être publiques pour qu'il y ait de la transparence. Et en fait, là, moi, je trouve que le silence, il est un peu pesant quand même. C'est vrai qu'il y a une forme Alors, de silence, ouais. il y a le silence de la famille aussi, hein, qui a peut-être sa pudeur, et du coup, on ne connaît pas non plus les circonstances de la mort, autant il n'y a aucun lien avec la DD, mais bon, on peut quand même grandement supposer que c'est le cas. Et si c'est le cas, j'imagine que la Fédé est au courant, et si la Fédé est au courant, alors quand je dis la Fédé, c'est pas la Fédé française, hein, C'est la évidemment, c'est CIMAS, hein. la CMAS, ouais. Et si la CMAS est au courant, moi, ça me paraît important qu'il y ait de la transparence dans la communication autour de cet Mm. événement-là, pour que tout le monde soit rassuré, ouais, tout simplement, et enfin, que l'avenir ait l'air un peu plus brillant que le passé, ouais. Bah ouais, qu'on puisse aller au championnat du monde et ne pas avoir un refus d'accès aux questions hyperbares en cas Ouais, c'est de clair. bulles d'azote qui se promènent dans le cerveau ou dans une articulation. En tout cas, pour moi, ça représente vraiment un tournant dans l'apnée, hein. Mm. Un événement comme ça, enfin, des morts en apnée, il y en a quelques-uns de temps en temps, mais il y en a qui marquent beaucoup, genre la mort de Loïc Leferme, celle de Audrey Mestre. Et à chaque fois, ça provoque des avancées techniques, des avancées dans les pratiques, des avancées dans les précautions, dans la prise de conscience des risques. Et là, j'espère qu'on est là, mais enfin, ouais, voilà, le fait qu'il y ait pas de communication, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça me fait poser des questions, quoi, en tout cas. Mm. Thibaut, Thibaut, oh my god. Thibaut, Émile, Thibaut, tu vas m'en Attention, vouloir hein. là. Attention! Euh, le mot de la fin, je te le laisse. Qu'est-ce que tu veux dire à nos chers auditeurs de la Freediving Family? En tout cas, j'ai oublié de te le dire, bonne année 2026. Ah oui, bonne année, mon Julien, c'est vrai. On Eh se l'est pas oui, dit. eh oui, bonne année. J'espère que tu as bien fêté ça. Sana Saïda, comme on dit ici. Et je l'ai très bien fêté. On va dire qu'il y a des amis qui ont fait un gâteau très spécial avec des ingrédients locaux qui m'ont mis en blackout. Je n'en dirai pas Sûrement, plus. sûrement des épices. Des Des épices et de la épices, tisane. des épices et de la tisane La tisane du désert. du désert, exactement, à consommer avec modération le thé. Ok. Le mot de la fin. Bah déjà une pensée pour mes potes avec qui je plonge en confiance. Sven, César, Rémi, Yann, Léo, Rafi, Cathy, Louise euh, Océane. Louise Océane, Ellie, Ouais. Tu sais que toutes c'est les grâce personnes. à Louise Océane, Guillaume, Guigui. tu sais que c'est grâce à Louise Océane que je fais le podcast? C'est vrai? C'est elle qui m'a appris à faire un podcast quand on était à Montréal. Non mais elle est plein de qualités. Ah oui, tu l'as Exactement. rencontrée à Montréal, d'accord. Ok. Et ouais, Elle est plein de qualités cachées. ouais, J'aime beaucoup exactement. Louise Océane. Big up à Louise Océane. Ouais. Qui va passer son BPGEPS aussi dans cette année. Exactement, ouais. On la verra de plus en plus, je pense. Ouais, bah, big up à toute l'équipe, ouais, qui permet de plonger en confiance, avec qui on s'est bien marré sur le bateau du Massilia Sub, et que je vais regretter un peu. Bon, j'espère les voir, hein, on se reverra sur l'eau. Voilà, le mot de la fin. Écoute, c'est surtout ça quand même, c'est le plus important. Merci aux potes. Vive la famille et vive la Freediving Family et tous ceux qu'on aime dans l'eau. Ouais, ouais, Et j'essaie de viens penser à un plonger à truc que Dab. mes. Viens plonger à Dab, bordel. Ouais, ouais, bah oui, toujours, je sais. Bah écoute, si t'y es fin février, il y a César et Sven qui viennent. Ouais, fin février, je sais pas, parce que j'ai un projet de traverser l'Égypte en vélo ou en paddle. Je suis en train de voir ça. Waouh! Putain, Ouais, excellent. ouais, c'est cool. Bah attends, c'est un pays qui est Attends, quand merveilleux. tu dis l'Égypte, c'est le Sinaï ou l'Égypte en Non, entier? non, non, ça serait. Je réfléchis soit à partir du temple Abu Simbel Ouais, et d'aller jusqu'à Alexandria. Donc ok, j'avais un projet en fait de le faire en paddle
avec mon ami britannique Dion, mais hélas, il est malade, il a chopé la ciguateria, tu sais, c'est la toxine des poissons. Ah oui, oui, je vois, Donc oui. physiquement, il est Putain. cassé. Et j'avais peut-être envie d'un projet un peu plus simple, puisque des projets compliqués, j'en ai déjà fait un paquet. Partir Alexandrie, en vélo, avec mon petit VTT, et Ouais. descendre jusqu'à Aswan ou Abu Simbel, et traverser toute l'Égypte en vélo, d'aller voir, bah, de retourner voir les pyramides de Gizeh, retourner voir la pyramide de Saqqara, les temples de Karnak à Luxor, de voir le Nil, et puis de rencontrer les Masrei, les Masreya, les Égyptiens, Ouais. et puis de continuer à améliorer mon arabe parce que j'apprends à parler égyptien pour m'intégrer Ouais, plus t'apprends vite un peu, ici. c'est vrai. Et oui, Warda Très Warda. bien. أنا مش مصرية بس أنا مش غبية. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit que petit à petit, j'apprenais l'arabe et j'essayais de ne pas être un idiot. Voilà. J'ai Ok. pas envie d'être ce blanc français qui parle que anglais et qui essaie pas de s'adapter au pays, tu vois. C'est pour moi, c'est une marque de respect et d'amour que d'apprendre à parler Je leur langue. suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je m'étais bien projeté venir à Dahab, mais je me suis dit déjà, oui, effectivement, j'apprends la langue locale et éventuellement un peu le russe ou un peu le coréen, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, il représente une partie de la manne touristique, on va dire. Ouais, 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 il y a beaucoup En de. tout cas, pour l'apnée. Ouais, les Coréens, c'est vrai. Bon, ouais, les Coréens, moi, un petit peu, ouais. Mais c'est plus des débutants, quoi. Mais il y a beaucoup de Hmm, Français, beaucoup d'Italiens, des Russes, des Ukrainiens. Il y a tous les pays ici, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. mhm. Adab, c'est assez magique. C'est un village global avec les Bédouins. Et, et les conditions qui sont un peu en train de changer en termes de prix, comment ça se passe? Comment vous le vivez sur place? Comment on le vit sur place? Eh ben, Ouais, l'entrée du parc est passée de 10 dollars à 20 dollars. Donc il y a eu un boycott qui s'est organisé, un boycott que j'ai aussi fait pendant une partie d'accord. de mon stage. Hélas, les autorités de Sharm el-Sheikh n'ont absolument pas modifié le prix, donc l'entrée c'est toujours à 20 dollars. Et puis bah on essaie de dédramatiser, hein, parce que c'est correspondrait Ça au reste prix. absorbable comme coût, mais ouais. Ouais, ça reste absorbable, mais bon, C'est c'est vrai que vrai que c'est ça dommage. enlève un peu, ça enlève un peu d'attrait, ouais. Ouais. Mais bon, regarde, quand tu fais une Mais sortie c'est vrai que, bateau, il n'y a pas besoin de prendre le bateau. C'est juste oui, c'est ça, ouais. 25 minutes de taxi. Mais c'est vrai que ça commence à. Ils augmentent les coûts, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer. Il faut que les athlètes égyptiens fassent en sorte, comme dit Ali, le propriétaire d'Aquamarina au Blue Hole, qu'on se batte pour que l'apnée soit reconnue en Égypte et qu'on soit reconnu comme un sport et Ouais, que, ouais, bien sûr. et que le Mais déjà, gouvernement. ce qui est étonnant pour l'Égypte, c'est ils ont une très très grosse reconnaissance et pratique de la nage avec palme. Ah oui? J'ai découvert ça il y a pas si longtemps parce que je m'intéressais au matériel et un peu à ce qui se passait dans ce milieu-là, mais ils ont des champions, ils ont enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un système d'éducation et de détection qui marche et que c'est assez répandu en fait comme pratique. Donc j'imagine que l'apnée, c'est pas si loin que ça. Enfin, tu vois, si tu arrives à trouver les bonnes personnes qui vont faire du lobby auprès du gouvernement, ça, c'est pas si loin comme discipline. Et bah, Warda Warda. Warda, warda. Eh oui. Bon, merci Julien. Eh bah, merci à toi, Emile. Je te fais un très gros bisou et Pareil, gros bisous. je vais venir te voir à Marseille. Ça, c'est sûr. Quand Prépare le tu veux, canapé lit, mon loup. quand tu veux. Et prends soin de toi, plonge bien, amuse-toi bien avec Gus et avec les potes. Yes, compte sur moi. Bah, je te fais des gros Allez, bisous et puis je te dis à bientôt. Bisous, à bientôt frérot. poulet. Ciao.